Salut les Romaniens! Il n'est pas rare que des petits bandits volent la caisse du supermarché du coin. Le vol au jour d'aujourd'hui est devenu quasi normal pour certains. L'argent étant une ressource souvent difficile d'accès, eh bien certains profitent de la moindre occasion pour voler. Cependant, il y a d'autres vols qui ont été beaucoup plus importants dans l'histoire, et c'est bien ça qui nous intéresse. Parmi les plus gros vols de l'histoire, on retrouve souvent des vols de grandes banques, des vols de bijoux ou encore des tentatives de vol de grandes recettes, comme Nutella, Coca ou encore d'autres marques. Cependant, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose d'encore plus gros. Un des vols qui a marqué l'histoire à jamais. Nous sommes en 1792. À cette époque, c'étaient les rois qui dominaient la France et qui décidaient du sort du peuple. D'ailleurs, le peuple en a eu marre et a décidé de se révolter en 1789. Bref, revenons en 1792 où un des plus gros vols de l'histoire fut commis. Celui des joyaux de la couronne de France. Et bien que le lieu pour l'époque soit suffisamment sécurisé, eh bien vous allez voir que les voleurs n'ont pas hésité à commettre l'impossible. Ok, sachez avant tout que les joyaux de la couronne ou encore diamants de la couronne de France sont un ensemble de bijoux appartenant à la monarchie française des premiers et second empires, ainsi que de la République française dont l'origine remonte à François Ier. Le 17 septembre 1792, en pleine Révolution française, eut lieu une des plus grandes casses de l'histoire. Dans la nuit du 16 au 17 septembre 1792, à Paris, une patrouille de police arrête plusieurs personnes devant la garde-meubles nationale. C'était un endroit où étaient bien évidemment exposés les joyaux et le mobilier de la couronne de France. Les policiers qui ont arrêté les hommes découvrent alors sur eux des diamants. Cependant, les policiers avaient affaire à de faux diamants qui ne possédaient aucune valeur. Cependant, une enquête rapide est tout de même menée, pour être sûr qu'aucun délit ne fut commis. Cependant, l'enquête va montrer que de vrais joyaux de la couronne ont bel et bien été dérobés dans les jours précédents. Parmi ces joyaux, il y avait notamment le grand diamant bleu, le Réguéan ou encore le Pitt. Pour vous donner une idée, en ne citant pas tous les ornements, ce sont plus de 9000 pierres précieuses qui sont dérobées, ce qui représente environ 7 tonnes d'or. D'après les différents témoignages de passants ou d'habitants, c'est tout d'abord dans la nuit du 11 septembre qu'une première équipe de voleurs grimpe à l'aide d'une simple corde à l'étage du bâtiment, puis perce un des volets du garde-meuble national. C'est ensuite une autre équipe le lendemain qui s'aventure dans le garde-meuble national pour y dérober les joyaux. Quelques mois plus tard, différentes personnes ayant participé à la casse seront guillotinées. Cependant, ce n'est que le début d'une affaire très mystérieuse. Effectivement, pour entrer dans les détails, il faut s'intéresser au cerveau du groupe, qui se serait longuement préparé avant d'agir. Un certain Paul Miette. Son procès eut lieu en 1792 et il s'agit du 17e accusé dans l'affaire du vol des joyaux de la couronne. Mais contrairement à ce que vous pouvez penser, Paul Miette ne sera pas exécuté, mais tout simplement libéré peu après son procès avec sa part du magot. Mais alors pourquoi ce fameux Paul Miette ne fit pas condamner à mort ? Eh bien tout simplement car nous sommes en pleine Révolution française. Louis XVI vient d'être arrêté et les juges ont d'autres choses à faire que de s'occuper de banals cambrioleurs. Surtout quand ils ont volé le roi. Bref. Pour savoir plus précisément comment Paul Miette a pu assurer sa casse avec discrétion et rapidité, eh bien comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'est longuement préparé. Il faut savoir que chaque lundi de cette époque, le lieu était ouvert au public, qui pouvait venir admirer les joyaux dans le garde-meuble national, construit par Louis XV. Et parmi les différents visiteurs du garde-meuble, eh bien il y avait un certain Paul Miette, qui ne venait non pas pour regarder, mais bel et bien pour commettre un vol.
Paul Miette note notamment que les balcons du bâtiment donnent directement sur les salles où sont entreposés les bijoux, et note également que seule l'entrée du bâtiment est surveillée. Paul Miette, ayant déjà une sacrée expérience en vol, décide d'appeler diverses personnes pour lui donner un coup de main. Et c'est ainsi que le 12 septembre 1792, un groupe d'hommes décide de monter au balcon de l'édifice afin de percer un des volets et de rentrer pour dérober les bijoux. Cependant, ce qui fait chavirer le petit manège des voleurs est l'imprudence de l'un d'entre eux qui décide de vendre un des bijoux volés. L'acheteur alerte alors immédiatement les autorités qui décident d'arrêter Paul Miette ainsi que ses complices. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Paul Miette, voleur aguerri, sera relâché quelque temps après. Cependant, une question demeure encore. Que sont devenus les bijoux dans tout ça ? Eh bien, après l'arrestation de Paul Miette, une partie des bijoux sont repartis avec quelques bandits originaires de Rouen, qui prendront la route de l'Angleterre juste après la casse. Cependant, tous les diamants ont été retrouvés, sauf un diamant bleu estimé à plus de 8 millions d'euros, ce qui représentait plus de 400 000 livres pour l'époque. Ce qui est le plus troublant dans cette histoire est que le fameux diamant bleu sera retrouvé pas moins de 20 ans plus tard, n'étant plus considéré comme volé. Exposé dans de nombreux musées, le propriétaire du diamant n'a bizarrement rien voulu dire sur cette pierre. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Abonnez-vous si cela n'est pas déjà fait et vous pouvez même la partager à vos amis. Salut!